bienvenue sur Débrief. Aujourd'hui, je vous présente Lina. Vous allez voir, c'est une entrepreneuse à succès dont le parcours est très stylé. Elle a bossé dans la mode, dans le luxe, pour le magazine Elle, avec Léna Situation. Et là, elle vient tout juste de lancer sa marque Crush Cake, qui a un succès fou sur Paris. Je ne vous en dis pas plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à mettre un petit like ou vous abonner pour ne pas louper la suite des épisodes. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne écoute. Hello les débriefers. Bon, je suis trop contente d'accueillir Lina aujourd'hui. Merci beaucoup merci d'être de là. m'accueillir. Alors pour la petite histoire, je l'ai découverte sur le journal, à Forbes, Economic Business. Ouais. Ok. Donc oui, la meuf a créé Crush Cake. C'est une marque de bento coréen, si je me trompe pas. Pâtisserie personnalisée sur Paris. Même appréciée par Yana Nakamura et Léla Bafou. Donc s'il vous plaît, c'est quand même trop stylé. Et Jacques Mus. Ne l'oublions pas. Et en gros, tu es aussi lauréate de l'Institut d'engagement, comme moi. C'est ça. Donc je t'ai écrit sur LinkedIn, vas-y meuf, ton parcours est trop stylé, je veux t'interroger, est-ce que t'es chaud? Et là. Ouais, direct. Ça s'est fait rapidement. Ouais. Du coup, je te propose de commencer l'interview sans plus attendre. Allez, go. La première question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petite et pourquoi? Alors quand j'étais petite, moi j'ai voulu faire plein de métiers différents. Je pense que ça changeait un peu tout le temps. Mais le truc qui est resté assez longtemps, c'était journaliste. J'aimais beaucoup ce métier parce que je voyais ça à la télé, je voyais des reportages. Et je me disais, c'est trop intéressant de documenter la vie des gens, plutôt côté social, sociétal et tout, de la vie en France. Donc c'était ça qui est resté longtemps. J'ai fait un stage de 3e dans une radio. Wow. Ouais, radio un peu associative et tout à Valence. J'ai aimé, mais voilà, radio peut-être pas ce que je préférais. Et après, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres idées. Et, trop bien. Bah, justement, on va y venir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours assez rapidement, le milieu dans lequel tu as grandi, tes études et vite fait tes expériences pro? Ok. Alors moi, j'ai grandi à Valence. C'est une petite ville pas très loin de Lyon, plutôt dans le sud. J'ai fait du coup un bac général ES que j'ai eu avec mention assez bien. Ensuite, j'ai fait une licence de droit à Valence. J'ai fait un service civique pendant ma 3e année. Ensuite, j'ai fait un master mode et luxe à Paris. Et ensuite, j'ai repris en droit des affaires en master 1. Ok, trop bien. Voilà. Et là maintenant, c'est quoi ton métier? Maintenant, je suis entrepreneur du coup dans la food. J'ai créé une marque qui s'appelle Crush Cake à Paris. Et ça fait 2 ans que je fais ça à temps plein. Comment est-ce que tu as fait pour te dire, ok, je vais en droit après mon bac? En fait, je préparais Sciences Po parce que j'aimais bien cette idée et tout d'intégrer une école comme ça très prestigieuse. Mais en milieu d'année, trop de travail, je me suis dit, écoute, va en droit, c'est quand même pas mal, c'est des bonnes études, tu sais pas trop ce que tu veux faire, mais peut-être que ça va te plaire. Et du coup, j'ai mis qu'un vœu au final, c'était à la fac de droit de Valence. T'as mis qu'un vœu? Qu'un vœu, c'était wow. ça. Ouais. Punaise, c'est ouf parce que oui, quand tu es plutôt bonne élève au lycée, je trouve que la difficulté, c'est de savoir vers quoi s'orienter. Et Ouais, justement, tu n'as pas trop envie de te fermer de porte. Et donc, toi, tu t'es dit quand même, ok, le droit, ça reste généraliste. Ouais. Je pense là-dedans. Le droit, c'est vrai que pour les ES, j'ai l'impression que c'est un petit peu la voie de prédilection. Et c'est quoi le droit pour des personnes qui ne savent pas trop? Comment t'expliquerais ça? Il y a différents en fait, types de droits que tu apprends tout au long de ta licence. Donc, tu as différentes matières. Par exemple, en première année, on faisait du droit privé. Donc ça va toucher à tout ce qui est la famille, droit de la personne. Donc tu apprends plein de règles sur par exemple la naissance, tout ce qu'il faut faire quand une personne naît en termes de papier, etc., de reconnaissance. On a fait aussi du droit constitutionnel. Donc là c'est hyper important et hyper intéressant aussi avec tout ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement, etc. On apprend toutes les lois en fait de la République. Et c'est pas trop dur justement? Est-ce qu'il faut une bonne mémoire pour faire droit? Est-ce que c'est que du par cœur? C'est pas que du par cœur, franchement. Surtout que dans beaucoup d'épreuves, on avait le droit d'avoir, par exemple, le code civil, où il y a toutes les règles de droit à l'intérieur. C'est plutôt, en fait, la logique qu'il faut apprendre. C'est un peu, ça s'appelle le syllogisme juridique, où, en fait, tu as un cas pratique, tu as la majeure, la mineure, et après, tu fais ta conclusion. Wow, ok. Donc, en fait, tu essayes de synthétiser, en fait, un cas pratique. Quand tu le lis, tu prends les informations vraiment essentielles, et tu l'appliques à la règle de droit que tu connais et t'en tires une conclusion. Ok. En fait, c'est une méga gymnastique intellectuelle, on peut le dire comme ça. C'est ça, ouais. Et ouais, si tu connais les codes par cœur, enfin les articles, ça te fait gagner du temps. Mais disons que tu as le code civil à côté pour pouvoir les chercher. Oui, mais c'est vrai qu'il vaut mieux connaître la base parce que tu n'as pas le temps forcément de regarder tout le code civil pendant une épreuve. Mais tu n'as pas à apprendre par cœur mot pour mot les articles en général. Ouais. Tu as fait 3 ans de droit et c'est à ce moment-là que tu as fait un service civique. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée du service civique et ce que c'était?
Alors, le service civique, franchement, j'ai trouvé ça sur Internet. Je pense que je cherchais un peu des missions de bénévolat sur Valence. Et c'était surtout, en fait, je savais pas trop dans quoi m'orienter après ma licence. Donc, j'étais en troisième année. Et après, en master, il faut choisir quelle direction. Donc, droit des affaires, droit social, droit privé, etc. Je me suis dit, ça peut m'aider pour voir si j'aime bien travailler dans un milieu social. Et là, du coup, j'ai trouvé un service civique. J'en avais trouvé deux. Un à la préfecture de Valence pour accompagner en fait les usagers qui parlaient pas forcément bien français à remplir leurs papiers, etc. Et un autre qui était dans une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Et là, il fallait les accompagner sur des permanences, donc un peu de juridique, un peu d'administratif, un peu d'écoute aussi, de social avec les enfants. Enfin, c'était hyper riche. Et je me suis dit, bon, ce service civique, à mon avis, ça va beaucoup m'apporter. Même si je pense que ça va être beaucoup plus prenant, etc. Je me suis dit, ouais, celui-là, go. Mais je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Parce que c'était en fait une association et les bureaux, c'était une grande maison, en fait. Wow. Donc, assez spécial. Et au final, j'ai adoré. Et c'était pas trop dur parce que les thèmes de violence, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Tu devais avoir quoi, 20 ans? Bah, franchement, assez compliqué. Mais j'avais une équipe qui était top, en fait. Assistante sociale, éducatrice spécialisée. Et notamment ma tutrice, qui était incroyable, vraiment. Et elle me disait, en fait, dans le social, il faut avoir un pied à l'intérieur de l'histoire pour être empathique, mais un pied à l'extérieur aussi pour garder la distance et aider la personne. Parce que le but, c'est pas non plus de s'effondrer avec elle quand elle te raconte ses problèmes. Donc, il faut trouver vraiment toujours le juste milieu. Et je pense que ça va. J'ai réussi à le trouver parce que ça a duré 6 mois. Mais peut-être que sur des années, je sais pas si j'aurais tenu moralement, mentalement sur la durée. Franchement, on avait des histoires des fois et c'était assez frustrant parce qu'il n'y avait pas forcément de solution. Moi, je trouvais qu'on était un peu impuissants des fois parce que on suit un petit peu les directives de l'État, des gouvernements, des aides qu'on a aussi sur le moment. Et des fois, tu peux pas faire plus. Surtout, il y avait des fois des personnes qui avaient des obligations de quitter le territoire français, alors qu'on savait que dans leur pays, elles avaient fui parce qu'il y avait des violences, etc. Et que si elles y retournaient, c'était terminé pour elles. Et en fait, ouais, au QTF, donc comment tu peux continuer à travailler? C'est compliqué. Ah, punaise. Et j'ai adoré l'expérience, mais je me suis dit, j'aimerais faire un travail quand même un peu plus cool, un peu plus gai dans la vie de tous les jours, et quand même faire du bénévolat à côté, etc., ou me rendre utile avec mes études, ou en créant une entreprise. Et c'est là que ça a germé ouais. un petit peu. Après ce service civique, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais déjà un peu anticipé la suite ou c'était comment dans ta tête? Et bah là, du coup, quelqu'un m'avait parlé de l'Institut de l'engagement et m'avait dit, c'était une personne qui était avec moi en droit et qui m'a dit, cet institut réalise tes rêves. Ok, j'avais un peu cherché sur Internet et j'ai vu qu'ils avaient du coup des écoles en partenariat et tout. Je me suis dit, ok, intéressant. Et il y avait Sciences Po. Du coup, je me suis dit, ok, pas mal. Et puis, j'avais trouvé aussi l'école LISA, du coup, que j'ai intégrée. Donc c'est l'Institut supérieur des arts appliqués. Okay. Et là, c'était vraiment marketing, mode, luxe et tout. C'était une voie que j'aimais depuis longtemps, tu vois, la voie un peu artistique, mode, etc. Mais pour moi, c'était un peu voilà, un projet lointain que je ferais un petit peu sur le côté, peut-être, une passion. Moi, ce que je voulais faire de base, c'était journaliste, mais aussi dans le milieu un petit peu de la mode, en fait. J'aimais trop les magazines, genre Elle, Vogue, j'achetais tout le temps. J'avais demandé à faire mon stage de 3e chez Elle. Donc franchement, et du coup, j'ai fait un stage par la suite chez Elle, ouais, pendant mes études de mode. Donc là, franchement, j'étais trop contente parce que c'était un peu un rêve de petite fille. C'est comment le monde de la mode alors? Et bah franchement, c'est pas ouf. De loin, c'est mieux aussi. Ouais, parce que bon, c'est quand même assez superficiel quand t'es à l'intérieur. Tu veux dire dans les relations entre collègues? Ouais, c'est plutôt ça. Donc au final, contente d'avoir créé mon entreprise et en fait je fais un peu de mode grâce à mon entreprise. Enfin, je suis en relation avec plein de marques, avec le monde de la com, de la presse, des influenceurs et tout. Donc au final ça se rejoint un peu, mais dans un domaine qui est plus sain pour moi, celui de la food. Ok.
Et juste peut-être pour revenir sur Lisa, donc ta formation, ça a duré 1 an, c'est ça? C'était 2 ans. 2 ans. Ouais. Et donc, c'est quoi un peu les arts appliqués? Qu'est-ce que tu avais comme matière? Alors en fait, moi j'ai intégré ça en master management de la mode et du luxe. Ok. Donc j'ai pas fait du tout ce qui est bachelor, donc ça c'est les 3 ans avant, où il y a par exemple le stylisme, modélisme, etc. Moi je savais que la création c'était pas non plus mon domaine, mais j'aimais bien ouais, le marketing, la com, et je voulais voir un petit peu ce que c'était de faire des études dans ça. Du coup, on avait pas mal de cours sur l'histoire de la mode au début. Wow, Parce que ça c'est devait bien. être passionnant. Ouais, c'était super bien. Surtout que moi, j'arrivais à Paris. Du coup, je connaissais pas bien, par exemple, les grands magasins à Paris. Et on avait un prof, il était passionné d'histoire de la mode. Et on faisait des sorties avec lui pour voir le bon marché, par exemple. Je connaissais pas du tout. Ah ouais. Et j'ai fait un pop-up là-bas d'ailleurs. Avec Belle ma marque revanche. après, mais vraiment. Donc Trop c'est des bien. petits trucs que tu apprends comme ça en école de mode et après, bah là je les côtoie un peu donc je suis... Ah, mais c'est dingue. Ouais, Madame c'est s'est fou. fait sa place. Ouais. On avait pas mal d'intervenants professionnels aussi. Une prof qui est photographe dans la food Hum. et que maintenant je côtoie aussi. Élise Dumas qui fait des superbes créations avec plein de marques dans la food depuis des années. Et elle, son cours, c'était par exemple comment utiliser les réseaux sociaux pour développer son image de marque sur les réseaux. Et donc, tu dirais que cette école, elle t'a apporté vraiment plein d'éléments pour la suite. Ouais, c'est ça. Même d'être dans un environnement où ça parle de belles choses et tout, enfin, c'était hyper stimulant. Et les stages aussi, j'ai fait pas mal Mhm. de stages, du coup, j'en ai fait je crois, 3-4. Ah, mais c'est beaucoup en 2 ans. Ouais, Punaise, ok. qui m'ont beaucoup apporté. Parce qu'en fait, c'était des études en e-learning. Ok. Donc on avait pas mal de cours en ligne, quelquefois des cours en présentiel avec des profs, des intervenants, mais sinon on pouvait faire un stage tout au long de l'année. Mais c'est génial ça. Ouais, Du ça coup, c'est c'était hyper super flexible. bien. Est-ce que quand tu es arrivée dans cette formation, toi, tu avais déjà un gros background stylisme, mode et tout? Ou est-ce que tu as ressenti un décalage avec les autres camarades? Comment ça s'est passé l'entrée? Parce que si l'univers de la mode est un petit peu sélectif, un Hmm, peu peut-être un monde de requins, je sais pas si on va dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. comment tu Bah, à t'es l'école, je sentie? l'ai pas du tout ressenti parce que peut-être que c'était pas l'école, c'était pas l'IFM par exemple, les écoles top 3 mode. Là, Mhm. c'est top 10, c'est une très bonne école. Mais en fait, on venait un peu de partout. Souvent, on avait toutes fait une licence différente avant et en master, on s'était dirigé vers ça. Donc, il y avait plein d'étudiantes, par exemple en droit, qui avaient fait comme moi une licence de droit et qui s'étaient du coup tournées vers la com et le marketing. Donc, c'était pas du tout hautain ou quoi que ce soit. On était vraiment très Malgré chill. Paris. Ouais, franchement, ça m'a surprise limite de Paris. Ouais, t'étais sur tes gardes un peu comme ça, mais dis Mais en donc. fait, on entend tellement de trucs, je crois, sur Paris, comme quoi les gens sont pressés, les gens sont hautains et tout. J'ai jamais trouvé ça, personnellement. Ça dépend quand même, il y a des moments où je me dis, C'est waouh, ils vrai? sont tellement tous pressés. Ah ouais, dans les métros, tout ça. Ouais. Ah ouais, oui, oui. Mais Après, tu viens de Pau, donc c'est vrai que tu viens de Pau maintenant, mais encore Pau, c'est la grande ville c'est à le côté de chez sud, moi, parce quoi. que je viens de Naï, exactement. Nice, ok. Mais du coup, ouais, trop stylé, t'arrives à Paris, ton école, tu te sens bien. Ouais. Et justement, pour décrocher ces premiers stages, comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que l'école te fournit un réseau suffisant? Ou est-ce que tu fais du porte-à-porte? Enfin, comment on fait pour trouver un stage en mode? Franchement, Fashion Job, c'est un site. Ok. Et en fait, ça rémunère toutes les offres d'emploi, donc stage, CDD, CDI, que dans la mode. Et j'ai tout trouvé comme ça. Même des jobs étudiants et tout. Et donc, c'était quoi tes stages? Alors, au début, je voulais faire des stages dans des petites marques parce que je me suis dit, il faut que je vois un petit peu comment ça se passe si je veux créer ma marque. Parce que du coup, Toujours. mon projet, voilà, c'est de créer une marque de mode éthique pour recruter des femmes, pour les réinsérer par la couture. Ok, Donc donc ça, là, il y a un fil rouge c'était... avec ta passion de la mode C'est et ça, le celui du côté service civique. social et tout. Ouais. Donc j'ai fait un stage pour une marque de robes de mariée à Paris, Oh, ça ouais, devait qui être tellement faisait stylé. tout à Paris. Donc franchement, trop trop bien. Je faisais la com, je faisais les rendez-vous avec les futurs mariés, j'allais chercher les trucs chez les fournisseurs et tout. Donc vraiment, j'étais le bras droit de la fondatrice. Elle venait de créer la marque et tout, donc trop bien. Et après, pour une marque de bijoux. J'aimais Ok. bien aussi le monde du bijou et tout. Pareil, une petite marque éthique dans le 19e où il y avait que la fondatrice et peut-être une personne en freelance. Mais après ces 2 stages, je me suis dit, on va tester un stage dans une plus grosse boîte parce que souvent dans des petites marques quand même, c'est toi qui dois un petit peu apporter tes idées parce qu'ils n'ont pas forcément d'études en marketing ou en com, etc. Donc j'avais pas beaucoup appris au final, j'apprenais de moi-même sur le tas.
Et là, je me suis dit, ça peut être cool d'avoir un vrai tuteur qui t'apprend un petit peu les méthodes. Et là, du coup, Elle, le magazine. La classe. Vraiment, je cherchais une stagiaire. C'était sur Instagram. Parce que des fois, petit tips, c'est cool de suivre les gens qui travaillent dans les entreprises où vous voulez travailler. Bon, surtout dans le monde des médias et tout, parce que souvent, ils ont des comptes Instagram ou TikTok ou Twitter où ils montrent un peu leur travail, etc. Et ils mettent des annonces quand ils en cherchent et ils sont hyper accessibles parce que c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Du coup, ils voient tes messages, ils répondent, etc. Et franchement, trop cool ce stage. Déjà chez elle, j'étais trop contente. Tu devais avoir la les étoiles dans les yeux. consécration, c'est vrai. Et c'était pour m'occuper du coup des réseaux sociaux de la marque, donc poster sur tous les réseaux, donc Facebook, Insta, Pinterest. Et là, tu faisais toute seule ou il y avait une équipe avec toi pour Il y avait une équipe. le design? Ouais. Réseaux sociaux, on était 7. Mais dans tout, en fait, c'était le groupe CMI Média. C'est toujours d'ailleurs. Donc, il y a plusieurs magazines à l'intérieur. Il y a Public, par exemple, il y a Version Femina et tout. Donc, on était un pôle social media où on était 7 et on se répartissait. Et moi, c'était plutôt elle. Un peu elle à table aussi, elle décoration, enfin, plein de trucs. Trop cool. Mais c'est tombé pendant le Covid. Au final, j'ai passé tout mon stage en télétravail. Mais c'est vrai qu'elle m'avait dit, ma tutrice, que l'expérience quand tu es en présentiel, elle est quand même sympa parce que tu as des tournages, tu as des trucs à voir, les Fashion Week et tout. Mais ouais, tu es invité, il y a des événements, tu te fais du réseau. C'est vrai ça. que c'est... Ouais, c'est un truc quand même assez vivant et tout. En vrai, j'ai quand même aimé à distance. Sauf que, voilà, je me suis dit, c'est quand même un peu toujours la même chose. Et moi, en fait, au bout d'un mois, 2 mois, quand je commence à cerner l'émission et que pour moi, ça devient un peu la routine, je commence à m'ennuyer. Et là, je me dis, ah ouais, le salariat, c'est vraiment pas mon truc, en fait. J'ai l'impression de tourner en rond et même s'il y a des nouveaux projets et tout, j'ai cerné la base et j'aime trop toucher à tout. Et en fait, là, vu que c'était une grosse boîte aussi, du coup, chacun avait ses missions quand même prédéfinies. Et le truc où, en fait, dans les petites structures, je faisais tout, mais pas en profondeur. Là, c'était différent. En gros, tu faisais qu'un truc, mais tu faisais que ça, tu vois. Ça me convenait pas trop non plus. À partir de ce moment-là, on est en 2020. Je rencontre du coup Anissa qui avait déjà sa marque de barres chocolatées, vegan, bio et tout sur Paris. Elle, c'était une meuf de ta classe ou... De l'Institut de l'engagement. Ok. En fait, à l'Institut de l'engagement, il y avait un peu un sous-programme pour quelques personnes où en fait, c'est un entrepreneur qui a créé ça. Il y avait une petite sélection et il voulait sélectionner en fait 5 femmes par an de l'Institut de l'engagement pour en fait leur offrir un réseau pendant 4 ans. C'est génial. Ouais, c'était vraiment une trop bonne expérience et une bourse aussi de vie pour qu'on puisse après créer une entreprise, etc. C'était un petit groupe, on se voyait une fois tous les 2 mois avec une entrepreneur. Parce que son but, en fait, c'était de nous donner des exemples de femmes qui avaient réussi, qui avaient créé une entreprise. Parce que pour lui, on n'avait pas assez de modèles féminins, ce qui est vrai, dans l'entrepreneuriat. Carrément. C'est comme ça que j'ai rencontré Anissa, qui avait déjà sa marque. Et au début, en fait, elle avait déjà une associée. Mais l'associée est partie en cours de route. Donc, Anissa voulait complètement arrêter. Et en fait, elle avait eu une coach à un moment, grâce à ce programme-là. Elle lui avait dit, ok, moi je te verrais bien faire un truc avec Lina et tout. Vous avez un petit peu la même façon de travailler et tout. Mais c'est elle, la magicienne, qui a fait matcher les deux profils. C'est un peu, je me rappelais même plus, mais c'est elle qui a mis un petit peu cette idée-là à Anissa. On fait ça, go. On s'est mis en coloc à Paris. Parce qu'à ce moment-là, moi j'avais arrêté mes stages, après elle, tout ça, Covid, j'avais rendu mon appart à Paris. Ouais, pour moi, Paris, ça y est, je pense que c'était terminé. J'étais à Valence, je savais pas trop ce que j'allais faire après. Je m'étais inscrite quand même, tu sais, le diplôme étudiant entrepreneur, peut-être une fois par semaine. Tu as des cours sur comment faire un business plan, un business model, statut du dirigeant, tu as un peu de juridique aussi. Je me suis dit, cool. Formidable. Ouais, ça, Anissa, on se dit, vas-y, on fait à 2 gangs et on verra bien ce que ça donne. Mais il fallait monter à Paris parce que c'est ici que tout se passe. Enfin, moi, je sais que j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait à Paris, à Valence. Ça aurait pas du tout eu la même portée, en fait. Rien que tout ce qui peut être relais en com, influenceur, média, c'est quand même à Paris que tout se passe. Par exemple, quand une personne veut goûter tes produits, à Paris, c'est facile de lui fournir un gâteau, de lui livrer même, ça peut être fait dans l'heure et la personne après elle fait des relais, donc
ça peut aller très vite. Ah ouais, c'est dans ce sens-là que du coup c'est beaucoup plus pratique. Pour la com, Ouais. pour se faire connaître, je pense que c'est à Paris quand même qu'il faut commencer. Donc voilà, on trouve un petit appart et tout, et on se met à fond dans le projet. À fond, alors, on a quand même repris toutes les deux nos études. Elle, du coup, j'ai repris à la Sorbonne, en droit des affaires, que j'ai eu, donc j'étais quand même contente. Pour moi, c'était rassurant de quand même avoir un M1 en droit, parce que je me voyais plus travailler en droit qu'en com au final, si jamais je dois être salariée plus tard. Parce qu'avec une licence de droit, tu fais pas grand-chose. Avec le M1, par exemple, tu peux passer le barreau pour être avocat. Donc ça te sauve, quoi. C'est ça, je me dis c'est un peu la sécurité et tout. Le M2, par contre, j'ai pas réussi à terminer. Franchement, trop compliqué. J'avais commencé mes boutiques et tout. Ça marchait bien. Je me suis dit, bon, vas-y. J'ai pas rendu mon mémoire. Ah ouais, non, vraiment. En fait, il arrive vraiment où tu switches, quoi. Peut-être qu'avant le M1, tu avais un peu peur, tu t'es dit, ok, il faut que j'assure mes arrières, je fais au moins l'école plus mon projet. C'était flou encore. Et après, quand du coup c'est Crush Cake a pris de l'ampleur, je me suis là tu t'es dit, bon, t'étais un peu soulagée. C'est ça. Même si l'entrepreneuriat, ça reste quand même incertain, surtout au début. Je crois que je me payais même pas à ce moment-là encore. Mais je me suis dit, faut y croire. Ouais. Des fois, c'est bien de se focus sur un projet aussi. C'est là que ça apporte ses fruits. Qu'on a plein de trucs en même temps. Et moi, je déteste être focus sur un truc parce que j'étais toujours plein de projets, plein d'idées. Et quelqu'un m'a dit à un moment, tu verras, si tu te focuses sur un projet, au début, peut-être que tu vas pas trop voir l'intérêt de faire qu'un truc, mais tu vas le ressentir. Et moi, j'ai vu les résultats tout de suite au bout de 3-4 mois. Ah ouais? Ouais, en faisant que Crush Cake, ça a vraiment décollé. Et tu te dis, en fait, il n'y a pas de plan B. Genre, si je veux que ça marche, je me dis pas, ok, je fais ça par sécurité et puis je fais un job étudiant aussi au cas où et tout. Non, tu vois, tu te dis, ok, je fais que ça. Je vivais sur mes économies pendant 6 mois. Et en fait, après, ça a apporté ses fruits. Bravo, meuf. Quand on va dans du salariat, on se dit, bah, ok, je veux faire, je sais pas mal de la com. Tu commences ta première journée, tu sais quoi faire. Tu as souvent un manager, une équipe qui dit, ok, si tu fais ça. Mais quand tu deviens entrepreneur, c'est quand même autre chose. Donc, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers moments, quoi? Ouais. Bah, déjà, moi, j'ai une personnalité où j'aime bien être autonome, être indépendante, gérer mon temps et tout. Donc, peut-être que ça va pas à tout le monde. Mais moi, je sais que j'aimais bien organiser déjà mes journées. J'avais fait du coup un peu des études à distance avec le master en marketing et tout. Donc, j'ai trop aimé cette liberté-là de pouvoir travailler quand tu veux, finir à l'heure que tu veux et tout. Donc, le mood entrepreneur, pour moi, c'est ce qui me convenait. Et du coup, bah, j'ai commencé avec Anissa. Et elle avait déjà un peu d'expérience avec sa marque. Ça faisait peut-être 1 an qu'elle avait commencé. Donc en fait c'est venu un peu avec elle et je pense qu'elle m'a donné confiance aussi de me dire en fait ok, créer une entreprise c'est pas non plus un truc de fou, t'avances petit à petit. Des fois on n'avait pas les questions et ben on se documentait, on posait des questions à d'autres personnes. Donc c'est vrai que des fois quand on s'est vu de l'extérieur on a l'impression que c'est un truc impossible à faire, le statut d'entrepreneur et tout, où ça paraît très flou, impressionnant et tout. Et en fait, bah, quand t'es dedans, tu te rends compte que on sait pas tout faire, mais on apprend petit à petit, quoi. En fait, c'est le mood. T'essayes, tu te rends, t'attends pas que tout soit parfait. Ça peut être l'écueil au départ, peut-être. En tout cas, moi, c'était un peu ça. Oui. Je voulais que tout soit bien cadré, mais en vrai, il faut y aller, quoi. Faut que c'est ça, sinon on fait rien, en fait. Si on attend que tout soit parfait, si on attend de savoir tout faire, je pense qu'on commencera dans 30 ans, quoi. Le train sera passé, la vie aussi, quoi. Ouais, vraiment. Est-ce que tu avais des entrepreneurs dans ton entourage avant cette copine-là? Franchement, pas du tout. Parce que c'est aussi le bail, je trouve, quand tu viens... Bon, je sais pas si c'est très rural, Valence, un peu quand même. Ouais, bon. Un petit peu, ouais. Ben... T'as l'entrepreneuriat. Je viens à côté de Valence, une petite ville en Ardèche. Bah, du coup, tu dois capter ce que je veux dire. C'est que tu as de l'entrepreneuriat, on va dire, dans des métiers comme artisan, boulanger, des choses comme ça. Oui. Mais l'entrepreneuriat en mode je vais créer un produit, un service, surtout toi dans le luxe ou dans la food, c'est quand même quelque chose de plus connecté à Paris. Et donc, pour se dire, ok, moi je suis légitime, moi je peux faire ça, faut c'est vrai. Faire un sacré chemin, quoi. Bah, je pense que je me documentais aussi pas mal sur les réseaux, sur Instagram, je voyais un peu les entrepreneurs, les vidéos sur YouTube, podcasts et tout. Donc au final, tu peux avoir des exemples sans en avoir dans ton entourage, mais grâce au réseau aussi. Et c'est quoi du coup les premières étapes de la création d'une boîte? Tu as à peu près l'idée? Est-ce qu'elle était aussi claire qu'elle l'est aujourd'hui? Ça a été quoi les 6 premiers mois? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Bon, j'ai déjà 3 questions.